Très bien, donc on me fait signe qu'on peut commencer. Donc j'aimerais vous saluer d'abord, vous remercier d'être là. En quelques mots rapides pour introduire cette session, moi je suis Pierre-Jean Cotalorda, je suis économiste, je travaille au campus de la Transition et à l'ESSEC, en tant qu'économiste, comme chercheur et enseignant. Dans le cadre de cette session, j'aurai un rôle à la fois de modérateur et de timekeeper, donc faire en sorte que les questions soit le plus fluide possible et que la session soit le plus agréable. La session, vous l'avez vu, a pour thème le collectif pour penser un travail respectueux de la planète. Un des ateliers de la veille, vous y avez peut-être assisté, a été consacré au thème de la fragmentation sociale due au travail, donc le lean management, les revendications de l'autonomie des travailleurs, l'absence d'identification entre le travailleur et sa fonction sociale, la frontière floue entre vie professionnelle et vie privée, les chaînes de production segmentées, etc. On comprend bien qu'il y a un enjeu fort de reconnaître le besoin de recréer en particulier du collectif dans ce travail. Et c'est-à-dire, ça passe par deux éléments forts qu'on va pouvoir un petit peu regarder, approfondir aujourd'hui, à travers, d'une part, la valorisation de l'aspect collaboratif du travail, et d'autre part, à travers la valorisation des collectifs dans le monde du travail. Et donc, pour ce faire, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Véronique Lucas et Pedro Walpole. Véronique Lucas est chercheuse, elle est sociologue rurale en particulier. Elle a fait une thèse à l'INRA à Montpellier et elle va nous parler notamment d'un travail d'enquête de terrain à partir de collaboration d'agriculteurs sur des territoires, donc des petits groupes qui mutualisent une activité. I will be switching to English, introducing Pedro Walpole. He's a research director at the Institute of Environmental Science for Social Change. He holds a PhD from King's College, and his work focuses on forest management, disaster risk reduction and resilience, education with indigenous communities and integral ecology. Véronique va commencer sa présentation. Chacun va avoir 15 à 18 minutes à peu près, puis j'interviendrai en posant quelques questions et on vous donnera la parole pour 40 dernières minutes de la session. Véronique. Bonjour à tous. En plus de la présentation qu'a fait Jean-Pierre, je viens de me rappeler d'une autre chose aussi qui compte dans mon parcours et qui explique que je suis là. J'ai été engagée dans ma jeunesse au mouvement rural de jeunesse chrétienne, donc ce qu'on appelait la jeunesse agricole catholique autrefois, donc qui explique mon lien dès cette époque avec le CERAS. Et qui explique aussi, puisque le MRJC toujours fait un travail très important de promotion de l'action collective et de la coopération, donc qui explique que je travaille aujourd'hui sur les questions d'action collective. Voilà. Alors, pour rentrer directement dans le sujet, donc moi je vais vous parler effectivement de dynamiques collectives qui existent au sein des agriculteurs français à partir de mes expériences de recherche qui sont liées à des coopératives particulières qui existent surtout en France, que sont les coopératives d'utilisation de matériel agricole, qu'on appelle en France les CUMA. Mais je vais vous expliquer tout ça un peu plus, de manière plus détaillée. Donc d'abord, en fait, voilà, un petit point sur le fait que voilà, l'agriculture, elle est traversée aussi par des processus de fragmentation, d'individualisation. Et en même temps, il y a aussi en parallèle un certain nombre de dynamiques collectives et voilà, vous expliquer pourquoi finalement les agriculteurs continuent à coopérer aujourd'hui en France, quels avantages ils y trouvent et notamment ce que ça permet pour la transition agroécologique et pour améliorer leurs conditions de travail. Donc pour commencer, l'agriculture française est effectivement traversée par des différents phénomènes d'individualisation du travail
qui provoquent chez une partie des agriculteurs des situations d'isolement social, voire pour certains d'entre eux de vulnérabilité. Ces processus d'individualisation en France s'expliquent en gros par trois facteurs. D'une part, la baisse du nombre de fermes qui, du coup, diminue la densité en fait des réseaux professionnels locaux, diminue les possibilités de croiser, de rencontrer d'autres collègues sur les territoires ruraux. Deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Sur un même territoire, vous pouvez avoir des exploitations qui produisent du lait en production biologique, d'autres qui produisent du lait en production conventionnelle. Ils vont avoir deux débouchés différents, deux manières de travailler différentes, qui peuvent côtoyer quelqu'un qui élève des porcs pour la vente directe, etc. Donc vous avez un phénomène en fait d'hétérogénéité des exploitations agricoles sur un même territoire qui diminue aussi les intérêts communs qu'il peut y avoir entre les agriculteurs. Et puis troisième phénomène, aussi de plus en plus les agriculteurs sont seuls face à des partenaires commerciaux. Donc ce sont les opérateurs d'amont, par exemple ceux qui leur fournissent les intrants, les matériels, les ressources immatérielles, et puis les opérateurs d'aval, donc ceux à qui ils vendent leurs produits. Or ces acteurs, de plus en plus, sont dans des situations où ils imposent des dépendances, des interactions asymétriques aux agriculteurs, donc autant d'éléments qui renforcent leur vulnérabilité. Donc voilà, des phénomènes d'individualisation du coût du travail agricole, et pourtant, de manière concomitante et parallèle, vous avez aussi un certain nombre de pratiques de coopération, de collaboration entre agriculteurs, qui est même un fait majeur de l'agriculture française. Par exemple, il y a près de 12 000 coopératives d'utilisation de matériel agricole aujourd'hui en France qui rejoignent au moins un tiers des exploitations agricoles. Et vous avez plusieurs milliers de groupes qu'on appelle en fait des groupes d'échange d'expériences et de formation collective qui aussi rejoignent des agriculteurs qui chaque hiver vont avoir plusieurs réunions dans ces groupes sur un thème précis pour avancer et innover sur de nouveaux sujets concernant la gestion de leur ferme. Alors, pourquoi du coup, alors qu'il y a un certain nombre de facteurs qui poussent à l'individualisation du travail agricole, il y a aussi ces dynamiques collectives. Alors, les CUMA, d'abord quelques mots pour situer. Donc, ces coopératives d'utilisation de matériel agricole existent depuis 1945. Ce sont en fait des coopératives qui permettent aux agriculteurs d'investir collectivement dans des équipements et des matériels agricoles. Et de fait, ces équipements en commun font l'objet d'une utilisation partagée et donc avec une organisation collective adéquate pour permettre à chaque agriculteur d'avoir accès au matériel dont il a besoin en temps voulu. Donc avec 73 ans d'expérience, vous comprenez bien qu'il y a un certain nombre de règles, de pratiques qui ont été mises en place pour que ça puisse marcher, sinon il n'y aurait pas autant de CUMA et d'agriculteurs concernés. Aujourd'hui, une CUMA en France, ça regroupe environ 25 fermes en moyenne, compte tenu qu'il y en a certaines qui n'ont que 4 fermes adhérentes, puisque c'est le minimum légal, et certaines aussi qui peuvent en compter plusieurs centaines. Donc ça dépend vraiment en fait de l'objet des machines qu'ils ont en commun et aussi des territoires selon la densité démographique agricole. Ce sont des coopératives qui sont auto-organisées par les agriculteurs eux-mêmes. Il n'y a pas en fait de salariés qui s'occupent en fait de gérer ces CUMA. Donc, il fait une grande différence entre les CUMA vis-à-vis des autres coopératives qu'on connaît beaucoup mieux dans le milieu agricole, que sont les coopératives de commercialisation, et qui s'illustrent par le fait d'avoir en fait un pool, un staff salarié important pour la gestion de ces coopératives. Là, les CUMA, on est vraiment sur des coopératives autogestionnaires gérées par les agriculteurs eux-mêmes. Alors, comment expliquer ces expériences de CUMA et les autres formes collectives qu'on voit aujourd'hui en agriculture? Bon, d'une part, les agriculteurs y trouvent des avantages économiques. L'investissement partagé, ça permet de réduire les coûts. Et puis, ça permet aussi, en fait, d'avoir des formes collectives d'organisation du travail pour gagner en productivité du travail sur certains chantiers.
Mais au-delà des bénéfices économiques, matériels, il y a aussi d'autres bénéfices qui sont mis en avant par les agriculteurs membres de CUMA. D'une part, justement, ça leur permet de rompre l'isolement social, de se retrouver avec d'autres. Ça leur permet aussi de bénéficier d'échanges d'expériences, d'informations et d'observations entre pairs pour toujours adapter ces manières de travailler dans le contexte agricole qui est toujours changeant et aujourd'hui de plus en plus marqué par l'incertitude. Vous avez tous entendu parler des crises qui sont dues à la volatilité des cours, donc plus prégnante depuis une quinzaine d'années avec l'actuelle dérégulation du secteur agricole. Aussi une moindre efficacité des solutions techniques classiques issues de la modernisation, par exemple des pesticides, et puis aussi les effets de changement climatique. Vous avez aussi entendu parler des sécheresses dans le secteur agricole, donc qui rajoutent aussi de l'incertitude pour les agriculteurs. Donc grâce à l'échange d'expériences entre pairs, c'est aussi des moyens de collectivement trouver des solutions face à ces différents problèmes. Et c'est aussi un moyen d'avancer dans la transition écologique, puisque il faut savoir que les agriculteurs aujourd'hui qui veulent développer des pratiques, donc on dit agroécologiques, rencontrent en fait peu de ressources, de moyens, de conditions appropriées de la part de ceux qui normalement sont chargés de fournir des solutions et des ressources aux agriculteurs. Donc tous les vendeurs d'intrants, de matériel, en fait, ont peu investi ce sujet de la transition écologique. Et de même, par exemple, si vous voulez avoir une ferme plus diversifiée, justement pour qu'elle soit moins sensible aux maladies ou aux ravageurs, eh bien, le système agroalimentaire est en fait très spécialisé région par région. Et si vous voulez introduire de nouvelles cultures, vous n'avez pas forcément de débouchés à proximité. Donc, en fait, il y a le contexte aujourd'hui global, structurel, n'est pas favorable à la transition écologique des agriculteurs. Donc, ces agriculteurs, du coup, se tournent vers la coopération pour se créer et se auto-organiser des conditions plus favorables. À la fois en remobilisant l'échange d'expériences pour co-construire ensemble les connaissances, co-concevoir les pratiques agroécologiques adaptées. Face au manque en fait de ressources des vendeurs d'intrants, par exemple, si vous voulez diversifier, donc du coup vous voulez avoir accès à une gamme plus élargie de semences, et ben vous ne trouvez pas forcément les semences chez les fournisseurs habituels. Donc on voit des processus collectifs d'autoproduction des semences, des variétés que les agriculteurs veulent cultiver, qui s'organisent aussi collectivement. Et puis, la coopération aussi permet de faire face au surcroît de travail qu'implique la transition écologique, puisqu'en fait, c'est plus de travail à l'hectare cultivé de cultiver un champ de manière écologique par rapport aux méthodes conventionnelles. Donc, ils vont aussi remobiliser la coopération pour essayer d'atténuer ce surcroît de travail, à nouveau par des formes collectives d'organisation des chantiers pour rationaliser les chantiers et du coup aller plus vite, ou bien pour employer de manière partagée des salariés, puisque l'échelle d'une exploitation agricole ne suffit pas forcément pour pouvoir embaucher un salarié à temps plein. Donc en se regroupant à plusieurs fermes, du coup on va pouvoir via un groupement d'employeurs du coup se partager un salarié et du coup pouvoir plus facilement faire face au surcroît de travail. Donc ça montre en fait l'intérêt de ces dynamiques collectives, donc les bénéfices qu'elles apportent pour l'amélioration des conditions de travail des agriculteurs et pour l'amélioration des pratiques agricoles pour répondre aux enjeux écologiques, aux demandes de la société. Or, il faut savoir qu'en fait, le soutien aux dynamiques collectives a été sérieusement, le soutien public notamment, a été sérieusement diminué à partir des années 90 et c'est aujourd'hui un parent pauvre des politiques publiques agricoles. Donc c'est une nécessité pour la transition écologique, mais on va dire les politiques publiques ne suivent pas pour soutenir en fait ces formes collectives. Voilà pour mon propos. Merci beaucoup Véronique.
Now we'll be switching to English, listening to Pedro Walpole. All right. Okay, good morning. I need to stand up so that I don't fall asleep while I'm talking. I'd just like to get to know who's here a little. Yeah? So can I ask, who's working in the Global South? Can I get some indication? Okay. And who's working in social agendas in Europe, or social environmental agendas? Yeah? Okay. And would anyone else like to say where they're coming from? You know, what they're involved in? Okay. Great. It just helps me, try to connect. And I think because we're going to have some little discussion, I hope everybody has a neighbor to talk with at the end of this. Yeah? So, okay. I'm coming from an Asian context. Yeah? Migration dominates much of the situation. Whether you're sitting on the Thai-Cambodian border, wherever you are, Philippines, out-migration, there's massive movement. Yeah? And we have massive movement to urbanization. China has reached 50% urbanization, and this is how the economy runs. It needs surplus labor. It needs people poor and hungry, so they will take substandard work conditions, and they will work literally for nothing. I'm at the back end of that gets least communication, which is on the land. People are abandoning the land, they are abandoning farms, also in Europe. I found it a little difficult earlier to accept the comment that farming is the cause of climate change. That needs a little bit more evaluation. There's corporate farming and there's small-scale farming. And corporate farming is killing us in Asia, in the Amazon, in the Congo, anywhere there's water and nutrient in the soil. And I'll come to glyphosate, which is an export from the economic north at the moment. It's adding to the problems. So I'm coming primarily from a cultural context. I used to have to walk 3 hours to get to the village, and to do the round of 12 villages, I have to walk about a day and a half at this stage. It takes me about 2 days to get to neighboring villages in Agusan. But roads are coming in. They are not for the benefit of people. They are for transportation, for movement of goods. And as these roads are built, none of the people who used to live there will be found there anymore. We are destroying cultures. It's very clear that we will have lost the languages of multiple cultures in the Philippines. We were taught by the Americans that we spoke dialects in much of Asia, but actually no, they're languages. There are words in common, but not life expressions in common. And we really have to understand the value of language and of culture. This morning I heard that the word ecology came in the, 19th century, and that has, brought around protection, preservation. Yeah? My mother used to make jam. You get the fruit, you put a lot of sugar in it, and you have a preservative. But cultures don't run as preservatives of the environment. They keep an active relationship with the environment. And we really need that interaction. They have been protecting the environment for thousands of years. Yeah? And that is what they have to contribute.
and they have a local context and a knowledge. You look at any National Geographic in the South. National Geographic is built on the lives of people telling their stories, but of course they're not the recognized authors. But who brought these photographers, these scientists, these social and environmental scientists to the areas, but the local people? I can lay out 19 banana leaves, abaca fiber banana and food banana. I can tell you it's only the 400 kids in the school where I am that can name those. I doubt if there's a botanist who can identify those 19. Yeah, and the same goes on with 1,000 plants in the forest. We have so much to learn from culture. So I'm talking of the cultural context, and the sentiments of communities today are somewhat in disarray. And I will talk a little of the process of engaging and accompanying communities in culture in a context with a sense of identity, hope, leadership. That's what the objectives are in working with communities. We're in disarray because we have passed through a period of agrarian reform. But as agrarian reform came through many of countries, given their colonial past, the markets overtook. And so even with agrarian reform, even with a hectare of ownership of land, people are deprived of sustainable food at this stage. If we look at the value chain analysis that's going on in any production, the smallest amount is given at the local context. This is what, fair trade is about, to give a better price. The problem is that I don't know how much you spend on food, but that's often 70% of a poor person's income. And maybe there's 30% left for whatever needs to go to supporting the child to go to school, for education, for emergencies, for health problems. But how we spend our money in the world is totally different. And that we really have to look at. We're not going to change anything just through policy. We need a conversion within ourselves. We need humbly to say, when do I have enough? This is a question of enoughness. So for us, we have the disarray because agrarian land reform didn't actually work, and the accumulation of wealth over the last 30 years at least is staggeringly biased. We have created poverty. We know we have enough food in the world. We don't have distribution. I'll come to it later in the area where I am. We produce more food for pigs than we do for people. The corn industry in Mindanao feeds more animals than it does humans. And those animals, of course, are not eaten by the people who grow the corn. They're left with the glyphosate-ridden corn to choose death in one form or another, hunger or poisoning. France took a very good stand in terms of the renewal of the glyphosate license in Europe. It was one of the few countries that had a volume that said no to the renewal of the license of glyphosate. Germany, because of a mismatch in its politics, the agricultural minister voted to extend it, and so you lost. But these are the failures we must celebrate. One thing the poor do is they know how to celebrate failure, how to come together and say at the end of it, it's good to be together. It's good to have survived. We need France
to continue this movement against glyphosate. For your own sake, for the world's sake. This is global. This is not a local concern. Yeah? What you do locally affects global. Yeah? The environmental concern is not simply what you do on your land and in your rivers. Yeah? And what you do with your air. It affects us. If you could have withstood glyphosate, we know it's poisonous. The only reason why it's getting through the courts in the US is they sprayed it on American troops in the drug war in Colombia. And those troops came home with a high level of cancer. This is global. I can tell you what we do locally, but we need you to push for glyphosate removal from our food chain. The problem with farming at this stage is the average age of a farmer. Think of it, look at it in your own list. The average age of a farmer in the Philippines is 57 years of age. That was 2 years ago, so I would bet the average is 59 years of age, because the kids don't want to stay on the land. It's indentured poverty, it's hunger. Do we realize how much hunger there is in the world as we continue to talk? Are we stirred by the fact that the US wants to declare war on Iran? Another scam for industry. War is business. The economy booms. For God's sake, for human's sake, can we stand up, to the dictators that we have in the world? Because we know what happens. Last time we had a dictator in the Philippines, it was backed by the US. Now we have a dictator that's backed and we're being undermined by China. How do we stand up to these realities in front of us? Is it only the hungry that will stand up to these? So for us, as we're on the ground, and we can only do little things that are going to run out of time, as was said, the challenge is to gain youth participation in the broader land use and see how the concept of community management can be strengthened. We have an ancestral domain. Finally, we're getting the papers through on that with government. But the Ga'op, the ancestral domain of indigenous peoples, is their life, is their integrity. That's what Pope Francis is talking about. Culture, people's way of life and relationship with the land is the most integral way to live. And we're losing that. So participation in community management of shared resources needs to be promoted as a land use that affects the resources such as forest and water, and are crucial in the lives of the people. The corporate world is moving in again with energy and water. In most of our uplands in Asia, communities could have their own water source and pure water. I can walk, it takes me 5 days to walk from my village to Hinoog on the northern coast. I go through 17 villages. Everyone has received Christian aid, every other aid, but they never got the wrenches to maintain the pipe system and the distribution of a level 2 system of water to the village. The only one that's there is run by the youth in the village where I am. It's 1 out of 16 villages. And yet all of this is given, but capacity is not given. Our biggest problem is capacity. Yes, corruption, but capacity is the biggest problem. And we don't have an education system that responds to capacity building. It responds to a national image of who the country decides we want to be. But it has no connectivity with people on the land. So we heard again this morning about risk. It's the small farmer that takes all the risk, that doesn't have insurance. For much of the world,
there is no insurance, and there will not be. The trader has the insurance. The trader never loses. We have to pay 40% interest on the money the trader gives. We take the gamble, we take the losses. We take the typhoons, we take the droughts. Mercifully, this El Niño that's been developing is easing off this year. But it's literally the death of people. So, these actions that we're talking of is what small communities continue to live through. We don't have solutions. The solution given to us is given by corporate agriculture, whether it's palm oil industry, whether it is soybean industry. For us, it's the animal feeds industry. And all we're doing is competing with farmers or small croppers somewhere else in the world. We're set up in this miserable fight of the poor against the poor as to how the traders can give the lowest price possible to any food produced. And in urban areas, we're losing all sense of seasons. When I was a child, I said yesterday, I'm Irish, I could pick up an old wrinkled apple in the spring and eat it. Now I have perfect apples coming from Chile, Argentina. Any time of the year I can eat strawberries, celery, all of this. We've lost all seasonality in our food. Nature doesn't matter anymore. How do we revolt against this? I'm sorry. It's just life is too easy. One of the great things that came up and was mentioned earlier was the IPCC special report. And that, for the first time, got its 4 committees together. And it focused on human condition, not issues, but human conditions. And the peg dropped from 2 degrees to 1.5 degrees. We don't go through a season without a major disaster. And 1,000 people have to die to get onto the media today. So it's as if we have to go around and collect these events to make a global impact. So we need a body count of 5,000. We had a body count for Haiyan of 7,000, but actually it was closer to 12,000. We just had so many bodies that were never picked up. We'll now do a body bag count on the next war that we create. Remember, Arab Spring grew out of a 7-year drought. And a Barrow man who was just so hassled by the police, he couldn't sell his vegetables, he set himself on fire. We have it through India, what's happening, the farmers there. And the major thing in this is we're losing ecological services. And we're going to have to pay for these through a technology. The other week, when Greta was on protest here in Europe, the kids where I am decided they wanted to tell someone in the world it was going wrong. So we have no signal, we have no anything where I am. So we walked down 14 miles to the next school and very nicely took over the school for the day, which was a standard school. Ours is a culture-based one. And we explained to the other youth that your water comes from where we are. Your cool weather comes from the forest where we are. Stop exploiting us. Help us to live together. Help us to share the ecological services. We are losing so much by what is happening. So, for us, Laudato Si was magnificent. So I was delighted with this. I took it home and I sat down with the kids and we talked through it. And they went through it. We have to translate through about 4 languages to get to where we are on it. And they were fantastic with it.
and they picked out 8 statements in that, and they were amazed that this fellow in the other side of the world, this fellow Francis, could actually pinpoint how they were living. I've got 1 minute? Okay, I'll get that. So they were actually fascinated by this. And so they wrote different things, they've organized stuff, and I brought a few of them to meet Francis, end of last year. It was fantastic. This is the first time they've ever had anyone from outside to talk and to support them. Yeah? The little things you do are so important. Okay, I won't go into recent elections. So how can these youth in particular rethink and redefine work in the coming decade? That was the last question I was given. So if I go to the cultural core of this discussion, the youth today clearly need accompaniment to affirm their identity, their sense of belonging, and to be able to talk of their own emotions, their fears, their hopes, their sense of human spirit. I think the same problem faces many youth around the world. Sense of identity, sense of belonging. This is what, when I spoke yesterday of enoughness, it's not only that I am mortal and that I am free, but that I feel I belong. Treasure that. And that's what I am trying to get the youth to treasure where I am. There is no living culture without lands, unless the community has been dispossessed or evicted. Yeah? Culture does not exist without a land to belong to. Okay, it appears in museums in dresses and costumes, and it appears in festivities. But I watch the youth go to the cities and they lose all sense of identity and often dignity. They find no self-worth in themselves. So we're trying to build the sense of dialogue and participation. So let me end by saying Indigenous people have a lot to contribute, and they should be here today speaking for themselves. There is a struggle to get that to realistically happen, but we continue locally. We bring to you on a global level the questions like glyphosate and how corporate agriculture is not responding. We bring to you the situations of climate change, which may not be affecting you in any way severely in France, but by hell it's affecting the rest of the world. The tropical world is really suffering. And basically a stable climate is a human right at this stage. Think of it at this stage. What are the human rights that we actually really need to stand up for? And think about it, as if there's a 150-kilometer-hour typhoon sweeping through. And then see what we can do. Thank you. Thank you so much, Pedro. I will have 2 questions for both of you, and then you will be able to ask a question for yourself. I will begin with Véronique. Véronique, ce que je retiens de cette présentation, c'est l'échelle à laquelle vous avez conduit vos recherches, donc plutôt des petits projets coopératifs,
En tant qu'économiste, je suis toujours porté vers la question du passage à l'échelle. À partir de vos travaux, comment vous imaginez la possibilité qu'il y ait une forme d'agrégation, ou pas d'ailleurs, de ces projets collaboratifs, pourquoi pas une échelle nationale? En fait, plus globalement, pour que ce genre d'expérience de coopération se développe plus, il y a deux choses. En fait, ces coopératives ont vocation à rester des coopératives locales, parce que le partage d'équipements sur de longues distances, c'est pas envisageable. De fait, on perd les intérêts de la coopération. Mais effectivement, aujourd'hui, les CUMA ne rejoignent qu'environ un tiers des fermes en France. Donc ça pose la question de voilà, pourquoi il n'y a pas plus d'agriculteurs dans ces CUMA. Donc ça, c'est d'une part. Et puis d'autre part, c'est aussi toute la question de la fédération de ces initiatives. Et ça se fait via la Fédération nationale des CUMA, et je reviendrai là-dessus. En fait, pourquoi il n'y a qu'un tiers et pourquoi il n'y en a pas plus et comment faire qu'il y ait plus? Quand on regarde en fait la carte d'implantation des CUMA en France, on s'aperçoit que c'est très hétérogène. Et ce qui explique en fait la présence et le développement des CUMA dans un territoire et pas dans d'autres, c'est des facteurs qui sont de deux ordres. D'une part, les facteurs liés aux agriculteurs eux-mêmes. S'impliquer dans ce type de coopérative, ça demande en fait du temps disponible, des compétences et aussi ce qu'on appelle du capital social. Or, en fait, on s'aperçoit que quand je demande aux agriculteurs comment vous êtes arrivés à la CUMA, souvent ils ont hérité de la CUMA en reprenant la ferme de leurs parents. Et en fait, il y a une socialisation familiale à cette coopération et c'est bien par la transmission familiale qu'ils acquièrent en fait les compétences et les ressources qui leur permettent de profiter de ce type de coopération. Ou pour d'autres qui n'ont pas eu cet héritage familial, on s'aperçoit qu'il y a un poids prépondérant des expériences sociales de type collectif, les engagements associatifs de divers ordres, où ils font l'apprentissage en fait de l'organisation collective. Il y a un grand rôle notamment de l'éducation populaire dans ce cadre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'apprentissage de la coopération à travers l'école. L'enseignement agricole fait peu la promotion en fait de la coopération et l'école de manière générale n'est pas un lieu où on apprend à coopérer. Voilà, il y a assez de chercheurs qui ont travaillé sur voilà l'école en France et comment finalement on met en compétition les enfants plus qu'on ne leur apprend à travailler ensemble. Donc, si on veut changer d'échelle, il y a déjà de travailler sur la promotion de la coopération et l'apprentissage de la coopération via le système scolaire. Deuxième facteur, c'est aussi lié au territoire, donc pas que aux agriculteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est plus facile pour des agriculteurs d'un territoire où il y a déjà des groupes, des dynamiques collectives, de rentrer en coopération avec d'autres. Puisque plus il y a des groupes et dynamiques collectives, plus ils ont l'occasion de croiser et de connaître d'autres agriculteurs et donc du coup de pouvoir rassembler les éléments qui leur permettent de faire confiance pour s'engager à nouveau dans d'autres coopérations avec leurs pairs. Ce degré de dynamisme collectif est aussi très hétérogène d'une région à l'autre. C'est les héritages aussi de l'histoire. Là où les institutions agricoles, donc il faut savoir que l'échelle départementale est très importante dans l'organisation de l'agriculture en France, puisqu'à l'échelle départementale, beaucoup de choses se sont organisées, notamment ce qu'on appelle les chambres d'agriculture, donc qui sont des institutions qui gèrent le développement agricole. Donc dans les départements où ces institutions ont consacré des moyens pour soutenir l'organisation de groupes d'agriculteurs, on voit d'autant plus facilement un haut degré de dynamique collective. Là où ça n'a pas été le cas, c'est moins. Donc ça montre bien que quand l'horizon local est déjà marqué par l'auto-organisation, c'est plus facile face à un problème de penser à la solution de l'auto-organisation. Or, du coup, ces institutions agricoles ont aussi moins de moyens aujourd'hui pour soutenir les groupes. Donc, dans une perspective de transition agroécologique, on ne pourra pas faire l'économie de réorienter des moyens conséquents pour soutenir les groupes en agriculture. Notamment, ce qui devient assez important selon moi, c'est vraiment des personnes avec une fonction d'agent de développement local et qui ont pour tâche en fait de soutenir les efforts de coordination des agriculteurs.
Voilà un peu sur la question de comment on peut augmenter. Alors après, il y a le rôle des fédérations. Donc la fédération des CUMA est organisée du niveau départemental au niveau national et joue un rôle aujourd'hui on va dire de circulation de l'innovation. Beaucoup d'initiatives qui naissent dans des CUMA, du coup, inspirent d'autres grâce à ce rôle fédératif. Donc c'est une autre manière aussi, en fait, de faciliter voilà, l'expansion, on va dire, de la coopération. Merci beaucoup, Véronique. Pedro, I was very interested by your presentation and especially by the cultural aspects you showed in your study, mentioning there were a lot of different cultures and languages in the Philippines. I'm sure I'm not the only one, but I think this diversity is something we should be proud of. And of course, in a globalized economy, it might not be an asset, especially considering how the labor markets do work in the world right now. What are your thoughts on a potential paradox between empowering these populations, especially in the economic sense I was mentioning, and at the same time a wish to safeguard traditional lifestyles? It's not a paradox, it's a persecution. It's real, it's felt in people's lives. It's painful. Yes, we're losing a diversity of a culture. You know, indigenous cultures have continued to move forward. You're not... it's not about keeping a tradition. It's about keeping relationship. All of this is relationship. In a consumerist society, we lose relationship. Why? We lose compassion. You reflect, where are your deepest experiences of compassion? You know, there are two women out here in the front in the morning, yeah, looking for money. Now, you can look at them and say, well, I know my economics and I know that this is a fix and everything else. And probably there are some men patrolling the area and they don't let those women actually get that money. So there's probably a local mafia in some of these things. But for God's sake, be compassionate enough to give them something, even if you're being fooled. Yeah? I walked around over to Saint-Tropez last night, and, you know, there's an old man. I mean, he probably looks like me. If I sat down on the street, yeah? Yeah, I'm tired at the end of a seminar and a workshop, and I sat there, and I'm looking for a cup of coffee. Have compassion. This world is increasingly without compassion. Be wrong, but be wrong in the right way. We don't need mercy in a consumerist society because we have everything we want. We don't need God. God is irrelevant. I'm busy with my life. This is why the poor are closest. Not because they're right, not because they don't manipulate for whatever they can get, yeah? But they're right because they know they have no power. And they rise up. One of the most beautiful and saddest things to see about humanity is to watch people to rise up literally out of the mud after a typhoon. One of the most wonderful women I know is in Samar. Liana, what happened to her, she lost her husband
and she lost her 2 children and is left with 1. And she is the happiest person I know because she gives everything she's got to the community she lives with. That's how to build back better. So, sorry, I'm distracted. Compassion is my answer to that. Thank you so much, Pedro. Je ne vais pas poser mes 2 autres questions pour vous laisser un petit peu plus de temps. Avant de vous donner la parole, je vous propose un petit exercice pour faire une pause, en fait juste quelques minutes. Peut-être dans cette logique collaborative de lien, vous tournez vers votre voisin de droite ou de gauche et échangez 3-4 minutes, pas plus, sur ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris, qui vous a touché, et peut-être évoquer l'une ou l'autre question que vous aimeriez poser dans les 3 quarts d'heure qui nous restent. Je vous laisse faire ce petit exercice, 4 minutes. Voilà, donc bien sûr, les questions à Véronique, vous pouvez les poser en français sans problème. Si vous voulez poser des questions à Pedro en anglais, c'est préférable. Sinon, je veux bien essayer de traduire si c'est plus embêtant pour vous. Je vous écoute. Oui, pour Madame Lucas. D'accord. Très bien. Je vous pose la question, étant du MRJC aussi, donc ça. Et pour mélanger un peu les 2 conférences, qu'est-ce que vous pensez de l'état, bizarrement construit, mais l'état de la compassion quelque part en milieu rural aujourd'hui? Parce que là, on nous parle des CUMA, mais pour travailler en milieu rural, j'ai vraiment l'impression que le lien social est complètement mort, ou alors c'est juste moi, mais c'est vraiment cette impression. Et voilà, quel est votre avis là-dessus, sur cet état de la compassion au milieu rural, cet état du lien social au-delà des agriculteurs, et notamment par rapport aux néo-ruraux, cette catégorie des néo-ruraux qui a du mal des fois à faire partie du tissu social rural, parce qu'elle n'est pas forcément acceptée. Voilà, et puis si éventuellement vous avez des petites, dans votre expérience, vous avez des choses qui fonctionnent, on n'est pas contre. Voilà, merci beaucoup. Bon, ok, on va prendre plusieurs questions et puis les intervenants répondront à plusieurs. Oui, alors moi aussi c'est une double question pour vous. Est-ce que le fait que les jeunes qui s'installent en bio ont des difficultés, est-ce que vous avez vu les mêmes coopérations enfin je ne sais pas pourquoi je dis les jeunes d'ailleurs, chez les gens qui s'installent en bio, voilà. Et est-ce que ça les aide? Et puis, dans les pays scandinaves où la coopération est enseignée à l'école, est-ce que ça marche mieux est-ce que vous avez des retours d'expérience? Oui, une question à Véronique Lucas. Concernant les CUMA, on pourrait imaginer que le fait de pouvoir se mettre ensemble pour acquérir du matériel, développer le matériel, est en tension avec l'objectif écologique. Donc, ce serait intéressant de préciser un peu comment cette coopération permet d'avancer vers l'écologie. Et puis aussi, est-ce qu'il existe des formes de CUMA, par exemple, qui permettraient de développer la semence paysanne ou des formes d'intrants naturels ou de traitements naturels, etc., au-delà du partage des bonnes pratiques, mais justement pour rendre économiquement plus viable le système. Merci. Yeah, thanks for the presentation, though the language a little bit hampered by understanding what the key issue. But what I'd like to ask, the cooperatives you discuss in particular in French context, but we didn't get idea how the community getting benefit through cooperative, like input cost. If there is a benefit from the government side, that might be
a problematic in getting subsidy as a cooperative, or maybe benefit as a well-being as well. Because cooperative getting benefit, that means we don't know, it's going to down the chain, means community or individual itself as a small farmers. And in case of they are getting that well-being is again questioned whether cooperative is able to transfer their benefit to the individual. And in Pedro's case, I would like to point here again, because we have seen in India, the contract farming has almost failed. In fact, in Punjab, we call the state of now druggist. Okay, because that is almost getting community out from the agriculture itself. So, because the government has given a lot of subsidy, and that subsidy, in fact, cost more accession of water table gone down, and then, of course, more cost on medical side now. It's really what the community and passion both have we lost, in fact, in the state. Les intervenants peuvent répondre à ce premier tour de questions. Alors, effectivement, CUMA et machines agricoles, on me fait souvent la réflexion, mais c'est compatible avec la transition écologique. En fait, vous avez très clairement des pratiques écologiques qui demandent plus de recours à de l'équipement. Prenez l'exemple en fait du contrôle des mauvaises herbes. La solution chimique, donc vous épandez des herbicides pour détruire les mauvaises herbes. L'alternative en agriculture biologique, c'est de détruire mécaniquement les mauvaises herbes grâce à des outils en fait, donc ce qu'on appelle de désherbage mécanique. Donc là, vous avez vraiment un investissement matériel qui est plus important pour la pratique écologique du désherbage mécanique que pour le désherbage chimique. Donc voilà, le matériel, l'équipement est aussi une ressource importante pour la transition écologique. Le fait de diversifier la rotation, d'avoir plus de cultures, justement pour que le système cultural soit moins sensible aux maladies, aux mauvaises herbes, etc., ça génère souvent plus d'équipements. Puisque quand vous faites qu'une monoculture de blé, vous avez besoin que d'une petite gamme d'équipements qui vous permet de faire à la fois semer le blé et le récolter. Si vous cultivez 10 espèces, en général, une moissonneuse-batteuse, ça récolte du blé, mais pas forcément des betteraves ou de la luzerne, etc. Donc là, vous avez besoin d'une gamme plus élargie d'équipements. C'est pour ça qu'en fait, on voit dans les CUMA de plus en plus d'agriculteurs biologiques, et parce que voilà, ils ont besoin d'une gamme plus élargie d'équipements, et c'est pas supportable à l'échelle d'une exploitation, d'où le fait de recourir à l'investissement partagé. Voilà. Pays scandinaves, je ne connais pas encore. Je vais en Norvège au mois de juin, donc vous me reposez la question après, puis je vous dirai. Donc effectivement, on voit des groupes de plus en plus autoproduire des semences. Alors il y a différents types, ce qu'on appelle les semences paysannes. C'est souvent en fait des variétés locales du territoire. Mais il y a aussi des agriculteurs en fait qui produisent eux-mêmes les semences, mais c'est pas forcément des semences locales, ça peut être des semences du commerce, mais qu'ils multiplient comme on dit, donc ils vont reproduire eux-mêmes pour ne pas avoir à racheter, et aussi parce qu'on fait le constat que même une semence externe, plus au lieu de racheter chaque année cette semence, si vous la reproduisez vous-même, elle va aussi s'adapter au terroir et donc être plus en phase en fait avec les conditions. Donc on voit plus d'autoproduction des semences, que ce soit des semences paysannes ou des semences externes. Et là aussi, il y a besoin d'équipement parce que garder une partie de la récolte pour la ressemer, des fois vous pouvez avoir besoin de sécher, vous pouvez avoir besoin de trier parce qu'il peut y avoir des cailloux dedans. Donc on voit de plus en plus d'investissements dans les CUMA, justement dans tout ce qui est trieur de semences, donc qui montre bien
qu'il y a plus d'autoproduction des semences aujourd'hui. Alors, il y a une question très technique sur le fonctionnement. En fait, les CUMA, c'est ce qu'on appelle des coopératives de services. You want I answer in English, I suppose. Yeah. So this kind of co-op are considered as service cooperative. And the benefits, there can have benefits when the final cost of using the machinery is more than had been calculated at the beginning of the year. So they can have a benefit, but in that case, generally the cooperative maintain these benefits in the COP in case of a year with some problem in the machinery, and then they didn't manage to cover the cost. So this is a kind of... The question was in context of, because now there is a conflict of idea after Doha round, right? After Doha round, there is developing countries have a more focused approach on subsidy in agriculture, because that's a conflict of idea now between developed and developing countries. And then second, the point is here, the benefit to communities, whether it's a cooperative or it's a contract farming, the benefit within the subsidy is not reaching to the marginal farmers or the community at large. Because whether it's a cooperative, we don't know much about cooperative, that's why I question it, but in contract farming, most of the benefit through subsidy, 80% in case of India taken by the corporate, that are global corporation even itself. So that's why that's all the benefit in name of subsidy has gone to the organization, not the farmers. Yeah. But you are speaking about commercial cooperatives, and that is totally different compared with that's why you this couldn't kind. get the cooperative, what kind of cooperative we have in France. Nouvelle question, peut-être Oui, je crois que vous étiez tout à l'heure déjà. I'll ask it in English if it's okay. Well, first of all, thank you for your presentations, and I have a question for Father Pedro. But first, thanks that you brought to us the témoignage, because I'm feeling, can only speak of myself, but as I'm like a really person who grew up in Western Europe, for me it's oftentimes very difficult to really understand to what extent others are already really suffering every day. So it really touched me what you told us. And the question then is more about the issue of enoughness you already raised yesterday, because I was wondering, I'm a teacher also, I was wondering if you can tell us more about how we can contribute where we are in our context in the West to spread this idea to those that surround us, to the next generation, also in maybe more concrete steps than from what I understood. And I also thought about what Cécile and Gaël told us about their book, like with the 12%, and that's maybe enough if a CO earns 12% more than the most basic worker, but if you have more ideas, we could help you spread. Voilà, that's the question. To Father Pedro, don't you think that it's quite obvious that we have to go back to the land in a way, because they say that 75% of the world is going to live in town by 2050, and so to find back this diversity and to bring life to culture that is often lost in town, as you said. Don't you believe that we have to go back to the land to find a way to bring back culture and use cooperative and other way to inhabitate land? And how do you see that happening, and what's already done in the South but also in the West, because I think it's a global issue. Thank you very much. Hello, I'm Sarah. I'm part of the staff here, so I'm not sure I was supposed to ask a question, but I will do it anyway. It's for Father Pedro.
I was wondering, it's a bit of a philosophical question, but what do you think is the impact of just telling the truth? Because when you come here, you're really engaging with your heart, and maybe more than your heart, I don't know, but about what you see, and your testimony is just about what you see when you travel, when you work. And yesterday, for instance, we had Vandana Shiva said that she was really believing in the power of the truth. And I was just wondering, from your experience, what would be this impact? What would you think about the impact of just telling the truth to people, even though, you know, it's just from what you see? Yeah. I think my question is somewhat related to Sarah's, but I hope mine's not too naive, actually. And it's somewhat in two parts. I guess my first question is, in your view, is the solution more, does it have to do more with local empowerment, sort of communities organizing collectively, or more with global solidarity? And it's probably both, and if it is more about global solidarity as well, I'd be interested to hear a bit more about how you think we can, how we communicate that sort of need for solidarity, because you know, facts don't always speak, don't always have emotional power, and you know, people get lost in numbers. But also when you appeal to ethics, I guess you can very quickly become moralizing or be heard that way. So what are your thoughts as to how to, again, appeal to that solidarity and communicate effectively as to the situation of those people, you know, halfway around the world, when it can be difficult for Westerners to imagine and empathize as to what they're actually living every day? Thank you. What really struck me is truth doesn't set you free, it'll put you in jail if you're lucky. In today's world, it's very hard to speak the truth because there's so many levels on which it's nuanced. And sometimes you have to say something that's provocative so that people wake up. Speaking locally, the struggle is who do you speak with? In the context where I am, it falls on deaf ears if you're talking politically. It's not advisable to talk on an armed context. Many people are actually facing violence outside their door, unless they stay quiet. We don't realize how this violence and this intimidation has grown today around much of the world. Violence often comes through the police, who are supposed to protect you. Just look at how many 12,000 extrajudicial killings in the Philippines. You can speak out about it, but we have to find a new dynamic by which to speak that truth and have an impact, because people are sealed off from it. They say, at least it's safe when I go out at night. How do we address that? I have a Catholic community that says to me, it's safe to go out now at night. It's okay, as it were, to kill people. We've got nobody in the major drug league. We've only caught the disposable. So it's really a challenge in a Catholic country. Solutions, yes, you have
on the one hand, we need to grow a global solidarity. We need to support. Give up your Saturday or your Sunday if there is some event that you can go out and add your presence to. And just find somebody, like today, a neighbor that you can talk with. Develop neighborhood. Support events that have a global side to them. Engage the media. The media, sorry, needs to be reformed. It's untruth at its highest. And there are many genuine people working in media and communication that need your support, that need to be told they're saying the truth and it matters. I don't know what the French newspapers are, but sign on to a good one and support it. Yeah, and give it your strokes on whatever social media you're on. Let them know that they're saying the right thing. But go out and be physically present with others, yeah, on any march that you see is supporting justice. Because society no longer supports justice. Yeah, it's trying to get through. We're all trying to get through. Yeah, and there are many contradictions out there. But be plain and simple and say what it is from where you are. But we need a voice. We need voices in Europe. Not exhaustion and boredom and frustration. But we really need people to live for themselves and to live for the world. So we've got to get that life back. We really need solidarity. We cannot change the world from where we are, even if we had social media where I live. Yeah? We need a solidarity out there. Ethics today is sustainability. Speak real sustainability. Support your local food markets. Don't think you're necessarily helping the Philippines if you buy Philippine pineapples. You're not. You're helping Dole and Del Monte. Okay, you can't grow your own bananas here, but be careful where you import them from. Yeah? Choose. Go to a marketplace. The great thing in many places in Europe is you have the weekend markets. Support them. Yeah? I know if you try, Andres here has tried to do it, to take Nestle out of his cupboard, his kitchen cupboard. It's terrible. It all weaves its way back to a few corporations. Yeah? These are the difficulties. This is where you address what enoughness is. Yeah? How do we contribute? So we need the little things. I maintain a revolution takes 20%. Yeah? I used to work with the students in Manila in the early 80s. Yeah? And we had about 10% social awareness. We got to 20% social awareness when we had people's power. And I remember the girls I was with, 2 of them, their fathers were general in the military, and they faced them from the other side of the barricade. That's why the barricade came down. Yeah? There has to be someone in community that makes peace. That's another aspect to this. It's not a struggle, it's not a fight. Yeah? In the culture where I live, it's the women who make peace. Yeah? They never carry any knives with them for their work or anything else. And they bring a cloth and they will cut that cloth. And they will give part of the cloth that they have woven to the 2 sides. And ask, yeah, for us to sit until we have resolved the conflict. We have to find other ways, yeah, to resolve these conflicts. We have the mining companies.
Yeah, we have the dam development companies. We have a dam proposed for Manila Water, which created a water shortage earlier this year. So we have a company potentially coming in from China to build a dam with actually no consultation with the people who live in the area. Yeah, but that could be a company that comes from Europe equally so. So we really need your advocacy. We need you to watch what's happening around the world and find out about these companies, yeah, and have a presence before them. We need you to bring the first awareness, yeah, to these corporate headquarters to say enough is enough. And we need to get some of this, with the way the money, the finance is drawn off, back. Pay a little bit more for what you get, yeah, from a local person. Yeah, you can actually afford to do it. Yeah, and try not to get too busy in life. Yeah? Okay, have I... Yeah, the suffering just, yeah, you certainly need to engage. I see a young generation here, yeah? So find ways, yeah, by which you can give time to it, yeah? I try to work with Francis' ideas. Time is more important than space. Yeah, work what that is for you. Yeah, the action you choose to take is often more critical than the institution you belong to. I'm connected with many institutions, but actually the difference often for me is what I will stand out and do. Yeah, so look at your own life. Yeah, reflect. That's very philosophical. Look at that and see, where is time more important than space? What is space for you? What is time? But time actually is a point often where you act. And that's crucial. And make a decision what you can act on locally. One thing that you will act on locally. One thing that you will contribute to nationally. One thing that you will try to monitor and see how you could respond to globally. Simplify, but keep that engagement. Keep that sense of neighbor, and your neighbor will be the other side of the world. Je n'ai pas répondu à la question sur la coopération, le lien social en milieu rural. En fait, on peut difficilement parler du milieu rural. Là aussi, il y a une forte hétérogénéité des territoires ruraux dans toute la France, entre ceux qui gagnent des populations, ceux qui en perdent, ceux qui sont connectés à la ville, ceux qui ne le sont pas, etc. Et en fait, moi, de ce que je vois, on voit de nouvelles initiatives de coopération en milieu rural dans des domaines très divers, que ce soit l'alimentaire, le milieu culturel, aussi en termes de transition écologique autour des énergies renouvelables. Et là, pareil, ça émerge dans certains territoires, dans d'autres pas. Et de manière générale, on voit aussi bien des phénomènes facilitant la coopération aujourd'hui que de nouveaux phénomènes qui sont plutôt bloquants pour la coopération. Par exemple, l'arrivée de nouvelles populations dans certains territoires ruraux où il y avait peu de dynamique de coopération, des fois ça a un effet d'impulser la coopération, puisque parmi ces gens qui arrivent, il y a des gens qui ont des expériences, des compétences en matière de coopération et qui arrivent à en entraîner d'autres parmi la population locale, et d'autres cas où ça ne se fait pas. Parmi les phénomènes bloquants aujourd'hui, les regroupements intercommunaux qui se font ont une tendance à réduire la proximité entre les élus et les habitants des territoires ruraux, qui peut du coup aussi être freiné en fait les démarches collectives par plus grand éloignement des acteurs institutionnels.
Aussi la disparition des services publics a aussi un rôle néfaste pour le lien social et les dynamiques de coopération. Et en même temps, on voit aussi que la disparition des services publics stimule dans certains territoires des initiatives citoyennes pour arriver à les remplacer ou à les organiser d'une autre manière. En tout cas, ce qui me semble clé dans cette hétérogénéité, c'est la question de la présence d'acteurs mobilisateurs, donc, puisque moi j'appelle acteurs mobilisateurs, qui ont la capacité en fait à énoncer une idée collective, à en intéresser d'autres et à assurer le travail de coordination d'un collectif. Et j'ai quand même une petite inquiétude, enfin une grosse inquiétude quand même, c'est que beaucoup de ces acteurs mobilisateurs viennent du milieu associatif et aussi se forgent de leurs compétences mobilisatrices par le milieu associatif. Et il y a quand même une casse aujourd'hui du milieu associatif, pas qu'en milieu rural, dans les quartiers aussi, et qui pour moi, on va le payer à long terme si ça continue comme ça, puisque du coup, on obère la capacité d'émergence d'acteurs mobilisateurs sur le long terme, quoi. Je pense notamment à l'éducation populaire, mais aussi à tout ce qui est association dans le domaine social, etc. Just one point, sorry, I didn't answer in terms of going back to the land. That's basically what, in the valley, the huge valley where I live, I estimate there are 12, what did I say? I've forgotten now how many thousand youth are in the valley. There is no employment. You can walk behind a buffalo or go out and work in the chicken farms or join the communist army. Yeah? I know more about Marx than they do, but that's one of the options. We have about 2 hectares of land that we're trying to grow food for the school. We're getting about 30 to 50% of the production at the moment, and I'm hoping that the youth in this process see that there is a life on the land. We've gone into bamboo production, different things that we can do, and I'm trying to get a team going that we can get finance for when there is a disaster, they can go out and build more resilient housing in that area. So we want to get a team of, say, 10 young carpenters and masons to work together to show them that they can bring hope to people. It's based on hope. At the meantime, we're watching Butuanon, a language that I now consider extinct, and a culture that is becoming extinct, because there's 3 or 4 people that can still speak it, but there's no community where it is spoken. Yeah? And I see that as a massive loss. Asia has the greatest diversity of language in the world. This is why I'm trying to talk with Francis and the bishops. And, you know, can we get a REPAM-style activity going in Asia Pacific, whereby we get the church to listen to indigenous people, to support indigenous peoples, and not let them be trampled on. But we're driven off of the land. Indigenous people are basically driven off of the land today. We don't have an option to stay with sustainability. Yeah? We're forced to grow crops, literally, yeah, to grow crops that we cannot eat, with the possibility of making, it's like bingo, making massive profits, but actually we absorb all the risks. And risks are real. Reality strikes. And a farmer loses every couple of years and loses everything. We've got to change the name of the game if we want to go back to land. I think we do have time for a couple more questions. A question for Pedro. What about microfinance? Do you think that group loans, well managed, can be a positive tool for local communities on their way to organic agriculture, production,
and enoughness. Yes, microfinancing can be very helpful. I know of several schemes that people have been working with, actually in China, very successfully. It's very important. The difficulty is all of that gets wiped out when corporate agriculture zeroes in on an area and the traders and the dealers move in. It gets wiped out. You cannot withstand it. It often also works through local political powers. And often the political powers are not in the service of the people. But where that can flourish, it really does build community and sustain, but it is not able to withstand the economies as they are developing today. I'm Margarida. I'm coming from Portugal. It's interesting to hear your experience here in France about cooperatives and fragmentation, because Portugal is really a fragmented country, small country, with huge problems in rural areas, with forest fires. So we are also feeling here in Europe these climate change impacts. But my question maybe is for both of you, because the experience complement themselves. It's around education. You spoke that education in our schools, we don't learn to cooperate. And the difference between cooperation and being a community, belonging to a community, and how can we put this in the schools and in the universities, in agriculture universities? It's so important to learn this and to connect better. Pope Francis says also that reality is bigger than ideas. So to connect better students, and we are trying to do it in a small association in Portugal, Casa Velha, to bring the students and decision makers to reality, and how can we do it better? Maybe learning with Pedro. Bonjour, une question pour Véronique Lucas. Peut-être auriez-vous la possibilité, en cette veille d'élection européenne, de nous éclairer sur les signes d'espoir que vous voyez dans les autres pays aussi européens pour avancer vers une transition du monde agricole. Comment stimuler la coopération, l'implication communautaire via l'école? Là, je trouve que c'est l'expérience du Québec qui est la plus intéressante, puisque au Québec, en fait, vous n'avez pas une infrastructure institutionnelle comme on a, par exemple, en France, avec des municipalités locales. Donc, du coup, il y a eu beaucoup plus d'organisations communautaires et coopératives locales pour prendre en charge l'école, et certains services publics, voilà. Donc eux, ils ont compris l'importance de l'organisation collective, de la coopération, et le mouvement coopératif a vraiment investi les lieux scolaires pour en faire des lieux d'apprentissage de la coopération. Voilà, dès qu'une classe organise un voyage d'études ou un projet collectif, ils le font sous forme de coopérative fictive, mais qui permettent d'apprendre les règles du jeu en fait de la coopération. Donc là, je trouve que c'est vraiment là qu'on a des expériences les plus poussées en matière d'éducation à la coopération. Mais en même temps, s'en inspirer pour le modèle français, c'est vraiment un gros chantier qu'on a à entreprendre. Et du coup, aussi bien mesurer les freins à ça. Ce qui fait aussi que ça, c'est possible au Québec, c'est que le système éducatif québécois est très marqué par l'apprentissage de savoir-faire. Et ici, en France, on est beaucoup sur la transmission de savoir. Et or, la coopération, ça ne s'enseigne pas. Ça s'apprend en la pratiquant.
Et quand on a un système éducatif qui n'est pas qui laisse pas beaucoup de place à cet apprentissage des savoir-faire par la pratique, ça complique un peu le schmilblick, si on peut dire. Donc, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il y a tout un travail à entreprendre là. Et puis aussi pour donner plus de force à des propositions qu'on peut faire là, c'est aussi tout le travail via le milieu associatif aussi, l'éducation populaire. Là, je pense qu'on peut réentreprendre, rénover aussi les choses dans ce milieu-là. Et c'est aussi comme ça, en montrant des expériences probantes via le milieu associatif, qu'on pourra d'autant plus facilement convaincre, à mon avis, le système éducatif. Moi, c'est ma petite stratégie, à moi en tout cas. Signe d'espoir de la part d'autres pays européens, oui, il y en a. Notamment, ce que je trouve intéressant, c'est dans les pays qui ont été fortement touchés par la crise, comme l'Italie ou la Grèce, on voit un mouvement assez important, significatif, d'installation de jeunes agriculteurs, notamment de la part d'urbains, qui, en fait, face à la crise, à la difficulté de trouver un emploi, voient en fait une perspective dans l'installation agricole et sur des modèles écologiques. À tel point qu'aujourd'hui, en Italie, alors que quand on regarde tous les pyramides des âges agricoles, voilà, on a une moyenne d'âge, par exemple en France, la moyenne d'âge des agriculteurs c'est 50 ans, et quand on regarde la tranche des plus jeunes, elle est très faible. En Italie, on a vraiment un phénomène inverse avec une augmentation substantielle des moins de 35 ans dans l'agriculture aujourd'hui. Autre exemple, l'Irlande, qui a très fortement souffert de la crise 2007-2008, a compris qu'en fait, si elle a souffert de cette crise, c'est aussi parce qu'elle avait beaucoup encouragé la financiarisation de ses banques et le secteur financier. Et donc là, elle a compris que c'était pas forcément en fait un secteur très prometteur, et a réinvesti énormément dans le milieu agricole, en voyant qu'en fait, l'Irlande, l'agriculture est beaucoup basée sur les prairies, sur les systèmes herbagés, comme on dit, puisqu'il y a le climat propice à ça. Et donc, du coup, s'appuie sur cet atout-là, notamment dans la production laitière. Et donc là aussi, on voit le nombre d'agriculteurs réaugmenter en Irlande, alors que, on a quand même cette idée que dans les pays développés, c'est une fatalité que de voir la population agricole diminuer. On la voit réaugmenter en Irlande. Alors bon, tout n'est pas rose, mais quand même avec une orientation plutôt verte. Et bon, il y a encore des choses à améliorer, mais c'est plutôt intéressant. Et là aussi, ils s'appuient sur les dynamiques collectives, et qu'ils ont recréé des groupes d'échange d'expériences entre agriculteurs au niveau local pour arriver en fait à rebooster le secteur dans cette voie. Education, I understand, will really be transformed in the next 20 years. It cannot go along the silos and the specializations that it has focused on. Competition has to shift to some degree to cooperation. What we have to teach is an economics and an ecology that is global. Somehow the economy, which is dominating the globe, has to fit inside and work within the balances of the globe. And we've had quite an amount of discussion of that. Where I lived in this village, just for a side run, we basically started education through discussion, through what people already knew. And the value in that is we documented it, and now we're trying to get legitimacy from government for teaching competencies, but competencies in our own context. I think what we have to face, hopefully without another financial crisis, if I talk on the global level,
we will either have a financial crisis, because basically the uprisings today are in the form of massive migration, are having very little, I feel, global impact. We have many areas that are ecologically collapsing around the world. Who cares about the oceans and overfishing and pollution? We don't seem to have any hold on that whatsoever. But we look at regions in India, basically in the tropics, the wet or the wet-dry tropics that are collapsing, India, Africa, Asia-Pacific. We look at what's happening, river systems like the Mekong, and we realize there are limits. So we're getting this ecological collapse, we're getting the social collapse. Can a circular economy actually bring about sustainability? That's probably the biggest moral question we have to ask, and to actually look at that paradigm shift of how the economy fits back within the globe. I'm not really sure how we're going to do that, but look at those questions when you look at the European election and see, can you find any threads of honesty through this maze of politics that actually will seriously bring us to a circular economy? Il me reste une toute petite minute pour conclure cette session. Sans revenir sur tout ce qui a été dit, j'aimerais quand même souligner l'importance de l'action collective et notamment la redécouverte du sens du travail coopératif qui a été souligné par nos intervenants pour adresser la question de l'atomisation des sociétés et de la fragmentation sociale dans une logique de transition écologique et sociale authentique et soutenable. Et donc, on a vu qu'il y avait une articulation en termes d'échelle avec quelque chose qui se joue à l'échelle locale d'une transformation, y compris personnelle, de compassion, d'attention à l'autre, de redécouverte des liens sociaux, et en même temps une logique d'engagement global qui nécessite que chacun se positionne sur ces enjeux-là en prenant la bonne mesure et en allant voter, par exemple. Ce travail s'inscrit, donc cette session s'inscrit dans un travail beaucoup plus large qui depuis 2 ans regroupe des praticiens, des chercheurs qui ont travaillé notamment sur un texte, un manifeste dont vous avez certainement entendu parler, qui vous sera présenté demain. Et donc, juste pour vous teaser, l'idée c'est que ce manifeste va présenter des principes clés comme autant de recommandations pour définir ce que serait un avenir souhaitable du travail. Donc je ne vais pas vous en dire plus en vous invitant à venir demain pour la présentation de ce manifeste. Et en attendant, je propose qu'on remercie encore Véronique Lucas et Pedro Walpole pour leur temps. Merci à tous et bonne continuation de séminaire.